et les grandes gueules. Et c'est Bernard-Henri Lévy qui est aujourd'hui dans les GG. Bernard-Henri Lévy, philosophe, essayiste, l'écrivain, avec La guerre sans l'aimer aux éditions Grasset. Oui, le journal d'un écrivain au cœur du printemps libyen. Bonjour. Bonjour. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, était sur RMC il y a quelques jours. Écoutez. Il raconte la guerre en Libye et dans son récit, il ne vous donne absolument aucun rôle. Soyons francs, ça m'a amusé. Ah bon? Qu'est-ce qui vous a amusé? Ouais, c'est très bien que les intellectuels se donnent le beau rôle. Monsieur Bernard-Henri Lévy Lévy ministre des Affaires étrangères. Oui, mais presque. Qui le croit? Il a une très bonne plume. Voilà, c'est un intellectuel que je respecte naturellement. Très bien. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Alors quoi? Il y a une autre guerre, en fait. Il n'y avait pas que la guerre en Libye, il y avait la guerre BHL-Juppé. Ouais, pas du tout. Non, moi j'ai aidé Juppé à triompher du Quai d'Orsay. Voilà, je dirais ça. Il était emprisonné par ces diplomates qui ne voulaient pas réagir. Il y a une conception diplomatique du monde en France et partout, dont les théorèmes sont les suivants. 1, ça va pas si mal que ça. 2, ça va de mieux en mieux. 3, ça ira bientôt très bien. Moyennant quoi, on ne fait rien. Parce que ce qui s'est passé en Libye, pardonnez-moi, mais enfin, ça s'était jamais passé jusqu'à présent. Depuis le début des Nations Unies, depuis la SDN, jamais ne s'était passé ce qui s'est passé en Libye. Alors pourquoi Sarkozy, Juppé, puis un Juppé libéré des pesanteurs bureaucratiques de ce qu'on appelle le Quai d'Orsay. C'est un fait. Enfin, c'est terrible comme constat. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un intellectuel, finalement, pour faire bouger des politiques qui sont prisonniers de leur administration, finalement. Mais ça vous surprend? Qu'est-ce que c'est que les administrations, sinon souvent des machines à empêcher de faire, des machines à empêcher d'agir, à empêcher la décision politique? Ce que je raconte dans ce livre, c'est ça, c'est à quel point Sarkozy a été seul dans cette guerre. Il était seul face à son administration, face à l'UMP, face à une grande partie de l'opinion. C'est ça qu'il a fait de vraiment bien. Il était seul. Qu'est-ce qu'il a fait basculer? Peut-être sa conscience. Voilà. Peut-être sa conscience. Peut-être, en effet, ce qu'il me dit à un moment donné, je serai pas le nouveau Mitterrand d'un nouveau Srebrenica. Et il fallait effacer l'image de Kadhafi et de l'attente à Paris? Peut-être, mais pourquoi ne pas aussi de temps en temps croire les gens sur parole? Quand un homme vous dit je suis bouleversé à la perspective d'un peuple noyé dans le sang, je veux pas être le président de ça, je veux pas rester dans l'histoire comme le nouveau Léon Blum d'une non-intervention dans quelque chose qui n'est pas la République espagnole mais qui pourrait y ressembler. Pourquoi on ne le croit pas? Il n'y a pas que du cynisme. Et du calcul politique. Il y a du cynisme et du calcul politique chez chacun, chez vous deux, chez moi, chez lui, mais il n'y a pas que ça. En chaque homme, c'est une des leçons de mon livre, en chaque homme, et y compris en Juppé, mais plus que chez beaucoup, il y a une voie de passage, il y a un chat d'aiguille à travers lequel on accède à quelque chose d'un peu plus grand que soi. Alors, il y a les motivations de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé et les vôtres. Ouais. Dernièrement, devant le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, vous avez expliqué pourquoi vous aviez pris fait et cause pour une Libye libérée de Kadhafi. Vous avez dit parce que je suis juif. Non, et c'est en tant que juif que je participe à cette aventure politique. Non, j'ai dit que c'était la citation tronquée, hors contexte. J'ai dit que j'étais je l'avais fait pour mon pays. J'étais fier que mon pays, la France, ait accompli ce rôle. J'étais fier des militaires français, des aviateurs glorieux de l'armée de l'air française. 2, j'ai dit que je l'ai fait surtout à cause pour les Libyens, pour ce peuple promis au massacre. Mais enfin, j'ai dit que je l'avais fait aussi à cause de ma morale personnelle, de ma philosophie. Et cette morale et cette philosophie, elles ont été fascinées par Platon, et puis par mon héritage juif. Mais vous n'avez pas dit au nom de ma fidélité au sionisme et à Israël? Non, j'ai dit pour aussi protéger Israël. J'ai dit non, j'ai dit que je suis depuis 40 ans un avocat de la paix. Je rêve, c'est comme une blessure saignante pour moi et pour beaucoup d'autres. La guerre entre les deux enfants d'Abraham, entre l'islam, le monde de l'islam et Israël, pour moi c'est une blessure saignante. Tout ce qui peut aider au rapprochement de ces peuples, tout ce qui peut faire qu'il n'y ait pas d'issue apocalyptique au rapport entre Israël et le monde arabe, c'est bien. Donc, en effet, une Libye libérée, une Libye démocratique, ça va dans le bon sens. Mais oui. Et je disais ça dans ce contexte. Oui. Je disais ça devant un auditoire juif dont je sais qu'ils sont anxieux légitimement du printemps arabe, et je leur dis,
soyez anxieux, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On peut avoir peur. Regardons l'Égypte. On peut être anxieux, mais oui. Regardons l'Égypte en ce moment, place Tahrir. On se dit que finalement, entre la junte militaire et ceux qui sont dans la rue, les vrais vainqueurs de ce printemps arabe seront bientôt les frères musulmans. Attendez. On peut avoir peur en Libye. Lorsqu'on nous a parlé de charia, que la charia serait la nouvelle loi libyenne, on peut avoir peur. On peut être anxieux, bien sûr. Et mon livre, il est traversé de la première à la dernière page par l'angoisse et le doute. Je ne suis sûr de rien. Je dis 15 fois que les révolutions peuvent aussi accoucher du pire. Je sais tout ça. Mais je sais aussi qu'une histoire arrêtée, une histoire bloquée, c'est plus que la peur, c'est la mort. Le contraire de l'histoire en marche, c'est l'enfer. C'est l'enfer et c'est la mort. Alors après, en Libye, en Égypte, le jeu est ouvert. Il y a une bataille entre les islamistes et les démocrates. Sauf que les islamistes sont mieux organisés aujourd'hui que les démocrates. Aujourd'hui, pas demain, peut-être pas hier matin. On va voir. C'est une bataille politique. Voilà. Et la différence en Égypte, par exemple, entre hier, entre aujourd'hui et du temps de Moubarak. Du temps de Moubarak, c'était Moubarak ou les islamistes. Il n'y avait pas 3 options, il y en avait 2. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a les islamistes, il y a les libéraux, il y a les femmes, il y a les jeunes Facebookers, et il y a la junte militaire. Aujourd'hui, il y a une palette de choix ouverte, parmi laquelle les islamistes. Et quel rôle doivent jouer les Occidentaux? Est-ce que nous sommes simplement des spectateurs ou nous devons être des acteurs, tout en nous gardant d'intervenir dans le processus politique? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que si on croit à cette folie peut-être, mais moi qui ai mon pari depuis que je suis jeune homme, qui est l'unité du genre humain, la fraternité des hommes. En tout cas, on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas considérer que ça ne nous concerne pas. Les Égyptiens sont nos frères. Alors s'ils nous le demandent, évidemment, et si on a les moyens de les aider, de leur donner courage, il faut le faire, bien sûr. La révolution libyenne s'est terminée en pleine rue par une balle dans la tête pour Kadhafi. Vous le regrettez? Bien sûr que je le regrette, mais les Libyens eux-mêmes le regrettent. Et ça, il y a une page dans mon livre, 3 mois avant la fin de cette guerre, où je dis que, hélas, c'est comme ça que ça risque de se passer pour lui et pour son fils Saïf al-Islam. Je brosse les 2 portraits. Il sera jugé peut-être. Oui. Je brosse le portrait de Kadhafi et surtout le portrait de Saïf, qui est pour moi la grande énigme, le fils arrêté récemment, qui est la grande énigme shakespearienne, romanesque de cette affaire. Pourquoi ce type, qui a toutes les cartes en main, qui est ami avec les puissants du monde, qui est le copain de toute la jet set, de tous ces endroits, Saint-Barth et je sais pas quoi, etc. Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé enfermer dans ce piège dont je dis qu'il risque de sortir lynché et jeté au chien? C'est pas à lui que c'est arrivé, c'est à son père. Ça, c'est l'énigme de cette affaire et c'est une énigme dont l'issue a été atroce. Évidemment, c'est regrettable, mais je peux vous dire que très nombreux sont les Libyennes et les Libyens qui le regrettent aussi. La preuve, le fils, il va être jugé. Il y aura une statue de Bernard-Henri Lévy à Benghazi? Non, mais il y a un prénom. Je crois qu'il y a le prénom d'un enfant né en Libye et Bernard-Henri. Non, Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas tout à fait pareil, Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri. Ça, c'est une scène, en effet. C'est vrai qu'il y a eu des moments, cette histoire tragique, il y a eu quand même des moments assez cocasses. Il y a un jour où j'appelle, parce qu'il n'y a pas eu que le fameux coup de téléphone de Benghazi où je demande à Sarkozy de recevoir le CNT. Il y en a eu un autre. Je sors de chez le général en chef des forces libyennes qui s'est effondré devant moi, comme un grand gaillard en larmes, me disant, j'y arriverai pas. Je peux plus, si vous me donnez pas un nouveau coup de main, je vais reperdre Benghazi. Je rappelle Sarkozy sur le parking, le président, et je lui dis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un enfant qui vient de naître la nuit dernière et qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Prénom Nicolas Sarkozy, nom de famille. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Benghazi va tomber si la France n'apporte pas une nouvelle aide. Alors, sur la mauvaise nouvelle, les choses se sont un peu arrangées, puisque dans la nuit même, je ramène ce fameux général Younes, le grand gaillard en larmes, je le ramène chez le président, je l'amène en France, je le conduis chez le président. Cette scène est racontée dans ce palais de l'Élysée désert à minuit, et la décision stratégique est prise ce soir-là de redoubler d'aide et d'ouvrir un 2e front en Libye. Et quant à l'enfant prénommé Nicolas Sarkozy, la beauté de l'histoire, c'est que 6 mois plus tard, lorsque le président Sarkozy vient dans Benghazi et Tripoli libéré, et que je suis avec lui, arrive à un moment donné du protocole de la journée
une jolie et charmante famille un peu endimanchée, enfin élégante d'ailleurs, un jeune homme et une jeune femme. Ils poussent un petit landau, ils ont un enfant de 6 mois dans les bras, ils le présentent au président Sarkozy, au Premier ministre Cameron, un peu jaloux, Premier ministre Cameron, et l'enfant s'appelle Nicolas Sarkozy. J'ai oublié le nom de famille, je l'ai dans... Voilà, je l'ai dans le livre. Bernard-Henri Lévy est avec nous sur RMC dans les GG. On va faire, comme nous faisons avec toutes celles et ceux qui passent dans les grandes gueules, votre fiche de renseignement, Bernard-Henri Lévy. Donc je vais vous demander vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît. 5 novembre 1948, Bénissaf. Situation de famille. Marié. Toujours marié à Ariel Dombal alors, parce que oui. Marié, oui. Parce que j'ai l'impression que le couple Marié. Batelel, ça s'étale dans tout, dans la presse people. Ça s'étale dans des journaux que vous avez peut-être tort de lire, alors parce que moi je les ai pas lus. Ah bah si je les lis, au moins avec vous, je suis sûr qu'ils ne disent pas la vérité. Parce qu'on vous voit au bras d'une autre jeune fille, c'est pour ça. Donc on est dans les grandes gueules, je vous pose la question franchement. Je suis situation de famille, marié, évidemment marié, et bien sûr. Vos revenus? Mes revenus, patrimoine familial, droit d'auteur, à l'abri du besoin. Pige de journaux, à l'abri du besoin, oui. Et pour qui allez-vous voter en 2012? Vraisemblablement François Hollande. Et pourquoi pas Nicolas Sarkozy? Parce que je suis fait comme ça, parce que je vote François Hollande depuis 40 ans, parce que mon père votait François Hollande, parce que mon grand-père, dont je brosse le portrait dans ce livre, qui était un berger illettré, qui transportait des troupeaux de l'Oranais jusqu'au désert marocain, il devait déjà voter François Hollande, il devait pas beaucoup voter, mais voilà, dans la famille on vote François Hollande depuis très longtemps. Vous n'avez pas la reconnaissance du ventre et de la libération de la Libye, alors de l'homme qui vous a aidé? Reconnaissance du ventre, non. Ma reconnaissance, c'est la reconnaissance du cœur et de l'âme, pas du ventre. Bernard-Henri Lévy avec nous sur RMC dans les GG. On a reparlé de la Libye, la guerre sans l'aimer. La Libye, c'est le cœur de ce livre de Bernard-Henri Lévy aux éditions Grasset. On va aller sur l'actualité du jour. Bernard-Henri Lévy avec vous. Nicolas Sarkozy hier devant une délégation des maires qui sont réunis en congrès, porte de Versailles. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, évoquait le droit de vote aux étrangers. Elle me semble hasardeuse parce que cette proposition risque de diviser profondément les Français au moment où plus que jamais nous avons besoin de les rassembler. Je crois depuis longtemps que le droit de voter et le droit d'être élu dans nos territoires doit demeurer un droit attaché à la nationalité française. Vous êtes d'accord avec le président de la République? Il dit initiative hasardeuse. Non, moi je dis initiative audacieuse. Et au contraire, plutôt rassembleuse. On parle bien d'un droit de vote aux élections locales. Oui, eh bien, je crois qu'au contraire, ce serait une bonne cautère, une bonne manière de cautériser des déchirements dans le tissu social français. Et le tissu social est déchiré actuellement. Bien sûr, ce qui fait lien entre les Français savent de moins en moins ce qui les rassemble. Et les Français d'origine diverse, qui sont la majorité des Français, ils savent de moins en moins. L'idéal républicain est en déshérence. Nos raisons d'être ensemble sont de moins en moins claires. Et on attend de la campagne présidentielle d'ailleurs qu'elle nous rappelle quelles sont nos raisons d'être ensemble. C'est la grande énigme de toutes les sociétés, ça. Oui. Et c'est le rôle des politiques. Mais la campagne présidentielle se fera sur la dette. Elle se fera peut-être pas sur ce qui rassemble les Français. Ils ont tort. Ils ont tort. Moi, mon conseil, le conseil que je me permettrai de donner à l'un et à l'autre, c'est de faire campagne sur la dette, mais de faire aussi campagne sur ce qui rassemble les Français. L'actualité, c'est l'affaire DSK dont on a cessé de parler depuis un célèbre 14 mai, une date qui rentre dans l'histoire politique. Dernier extrait. L'avocat de Dominique Strauss-Kahn dément les informations relayées dans la presse. Non, son client et son épouse Anne Sinclair ne partent pas vivre en Israël. Le magazine Gala publie des photos du couple, des clichés pris jeudi dernier à l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'ils embarquent pour Tel Aviv. Le couple est en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire aujourd'hui? Enfin, attendez. C'est de l'acharnement. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce qui se passe est immonde. Ça s'appelle un halali. Et c'est absolument abject. Ce qui se passe autour d'Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui est abject. À ma connaissance, Dominique Strauss-Kahn n'est plus candidat à la présidence de la République. Par conséquent, ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans leur chambre à coucher, ça ne regarde pas les journaux.
les SMS de Dominique Strauss-Kahn sont inviolables. Ça ne regarde pas les lecteurs des hebdomadaires. Ça fait partie d'une instruction judiciaire dans l'affaire dite du Carlton. L'affaire dite du Carlton et de ceci et de cela, s'il y a des délits, ils seront jugés par un juge. Mais la façon dont la presse et leurs lecteurs se repaissent des morceaux de vie qu'ils arrachent à cet homme et à cette femme a quelque chose de répugnant. Donc le Nouvel Observateur, l'Express, ce sont des magazines qui ont tort de déballer ainsi la vie intime de DSK. Bien sûr qu'ils ont tort parce qu'il n'est pas candidat à la présidence de la République. C'est redevenu un homme privé. Il a droit, comme toutes les femmes et tous les hommes privés, à sa part de secret. Le secret est un droit de la personne. Le droit au secret est un droit de l'homme. C'est un droit inviolable. Le droit au secret. Oui, il y a le droit de s'exprimer, le droit de manifester. Même lorsqu'on est une personnalité publique. Mais attendez, aujourd'hui, c'est un homme traqué, c'est pas une personnalité publique. Voilà. Et un homme traqué, il a encore plus le droit au secret qu'un autre. Mais surtout, on y a droit tous. Phrase de Bernanos, que je cite dans La guerre sans l'aimer, à un moment donné, qui disait: il y a les sociétés modernes font une conspiration contre le secret. Et cette conspiration contre le secret, c'est un grand abaissement des humains. Halte à la conspiration contre le secret. Halte à la conspiration contre la vie privée.